Alors, pour vous présenter nos invités, donc Larissa Miss Bombardi, elle est chercheuse brésilienne géographe à l'université, rattachée à l'université de São Paulo, et elle est spécialiste des questions des pesticides. Elle est spécialiste reconnue à l'international, et notamment pour son travail sur l'atlas, la géographie de l'utilisation des pesticides au Brésil et ses connexions avec l'Union européenne. Et elle fait partie du Forum national de lutte et de lutte contre l'impact des pesticides au Brésil et du conseil d'administration de l'Organisation internationale Justice Pesticides. Elle a un ouvrage, enfin une synthèse plutôt, qui a été publiée en français. Donc c'est ce bouquin-là, Pesticides, un colonialisme chimique, aux éditions Anacaona, et donc qui nous donne un accès en langue française à son travail. Et Sara Luisa de Souza Moreira, donc doctorante en sciences sociales à l'Université rurale fédérale de Rio de Janeiro et qui est membre du groupe de travail femmes de l'Articulation nationale d'agroécologie, ANNA, dont elle va nous parler. Donc je vous dis l'acronyme parce qu'elle va le mentionner souvent, donc ANNA, et activiste féministe de la Marche mondiale des femmes. Elle fait partie de la Commission nationale pour l'agroécologie et la production biologique au Brésil, qui s'appelle la CNAPO, et qui est un organe représentatif qui discute les politiques publiques pour l'agroécologie. Et toutes trois, nous faisons partie d'un gros projet de recherche-action qui s'appelle Gengibre, qui va recueillir... qui regroupe 15 chercheuses et 7 groupes de paysannes brésiliennes et où on étudie les rapports à la nature et à l'égalité de genre, donc comme une contribution à la théorie critique à partir des pratiques et des mobilisations féministes dans l'agroécologie au Brésil. Avant de laisser la parole à Larissa, je voulais apporter quelques éléments d'explication de termes, et notamment autour de la notion de pesticide et la notion d'agroécologie, et les comprendre en contexte international et en contexte brésilien. Donc en français, on utilise beaucoup cette notion de pesticide, et sinon on utilise la notion de produit phytosanitaire, donc qui donne un imaginaire qui reste un peu neutre, voire produit phytosanitaire même plutôt, qui peut même être positif. Et au Brésil, il y a eu une proposition qui a été faite en 1977 d'utiliser plutôt le terme agrotoxique pour mettre en lumière la toxicité des produits qui sont utilisés et pour renforcer aussi la lutte contre les pesticides au Brésil. Et sachant que dans le milieu militant, au Brésil, on utilise le terme de veneno. Veneno, en français, c'est le poison. Et donc, c'est d'usage de parler des pesticides en simplement disant on parle du poison pour les désigner. Et en ce qui concerne l'agroécologie, c'est une conception et une compréhension un peu différente de celle qu'on a en France. Donc l'agroécologie au Brésil, elle est entendue comme une science, un mouvement, une pratique, souvent, mais c'est un concept qui est assez débattu et qui est assez aussi institutionnalisé, c'est-à-dire qu'on a des thèses en agroécologie, on a des licences, des masters en agroécologie, et donc une discipline qui va être plurielle, qui va articuler sciences de la nature, sciences sociales, et beaucoup inscrite dans les recherches participatives. Mais aussi, donc, c'est entendu comme des pratiques, bien sûr, agricoles, à laquelle la science écologique va permettre de construire des systèmes agricoles soutenables, mais qui va inclure cette dimension de justice sociale et de penser à partir des mobilisations et des savoirs paysans. Et surtout, au Brésil, c'est un projet politique qui est porté notamment par les mouvements sociaux, mais aussi qui est porté dans la négociation sociale avec le gouvernement, mais surtout le Parti des travailleurs. C'est que je ne voulais pas dire le gouvernement d'une manière générale, c'est parce que c'est uniquement quand c'est le Parti des travailleurs qui est au pouvoir que c'est travaillé, mais donc qui est assez aussi avancé, c'est-à-dire que le Brésil a été un des premiers pays à avoir une politique publique d'agroécologie, donc en 2012, sachant que c'était une victoire des mouvements sociaux et des mouvements de femmes
paysannes qui ont beaucoup porté cette discussion, ce débat et cette revendication. Voilà à peu près. Et simplement pour conclure, ça s'inscrit donc dans un système politique, un système environnemental, un système économique soutenu au Brésil qu'on nomme parfois l'agrocapitalisme. C'est-à-dire que ça va désigner non seulement les grandes propriétés terriennes, l'industrie chimique, la métallurgie, la biotechnologie, le capital financier et du marché, mais qui fonctionne en s'appuyant sur le système politique et institutionnel et avec le milieu de la recherche. Donc ce contexte d'agrocapitalisme dans lequel les pesticides s'inscrivent et que Larissa va nous expliquer, donc c'est un contexte politique, économique, environnemental dans lequel aussi vont s'exprimer ces résistances agroécologiques que Sarah va nous présenter par la suite. C'est bon pour vous ? Ok. Donc je laisse la parole à Larissa, qui va être interprétée par Jérémy, et ensuite Sarah nous parlera en français. Bonsoir à toutes e a toutes. E a tous. Muito obrigada, Heloïse, Sébastien e Jérémy. Merci beaucoup, Héloïse, Sébastien, Jérémy. Por tornar possível que eu esteja aqui essa noite com vocês. Pour rendre possible le fait que je sois ici ce soir avec vous. Bem, eu começo a minha fala com esse título que dá título ao nosso encontro de hoje. Je commence mon intervention avec ce titre qui a donné l'intitulé de cette soirée. E que é o título do meu livro. Qui est aussi le titre du livre. Pesticida e um colonialismo chimique. Eu imagino que esse título possa causar surpresa ou dúvida. J'imagine que ce titre puisse susciter de la surprise ou un peu de perplexité. Mas eu penso que ao longo da minha fala vai ficando claro por que eu estou usando essa expressão. Mais je pense qu'au long de mon exposé, vous allez comprendre pourquoi j'utilise cette expression. E no final da minha fala eu volto no título do livro, então. Et du coup, à la fin de mon intervention, je reviendrai sur ce titre. Bem, eu busquei fazer uma interpretação do que significa o uso dos agrotóxicos na agricultura. J'ai cherché à proposer une interprétation de que signifie utiliser les agrotoxiques dans l'agriculture, donc les pesticides. Aqui a gente tem mapa, uma anamorfose das exportações mundiais de agrotóxicos. Ici, vous avez une carte, une anamorphose qui représente les exportations d'agrotoxiques dans le monde. E como vocês podem ver, a Europa está super dilatada nesse mapa. Et comme vous pouvez le voir, l'Europe est particulièrement dilatée sur cette carte. A Europa controla 1/3 das vendas mundiais de agrotóxicos. L'Europe contrôle 1/3 des ventes internationales d'agrotoxiques. E aqui é uma anamorfose, mas do uso de agrotóxicos. Et ça, c'est une anamorphose qui représente l'usage d'agrotoxiques Por país. par pays. E vocês podem ver como a América Latina, mas sobretudo a América do Sul, está hiperdilatada nesse mapa. Et vous pouvez voir comme l'Amérique latine, et en particulier l'Amérique du Sud, est particulièrement dilatée sur cette anamorphose. Então eu começo por mostrar que há uma grande assimetria mundial quando a gente fala sobre o uso de agrotóxicos. Et donc, je commence par expliquer qu'il y a une grande asymétrie à l'échelle internationale dès qu'on parle d'agrotoxiques. Bem, os agrotóxicos, a venda de agrotóxicos cresce ano após ano. Les ventes d'agrotoxiques ne cessent d'augmenter. Em 4 anos cresceu 27% a venda mundial de agrotóxicos. En 4 ans, elle a augmenté de 27%. Mas, quando a gente vê as vendas na União Europeia, elas tiveram uma pequena diminuição nos últimos 10 anos. Mais quand on regarde les exportations de pesticides dans l'Europe, les ventes des pesticides dans l'Europe, on voit qu'il y a une très légère diminution au cours des dernières années. Nesse mesmo período, no Brasil, as vendas aumentaram 80%.
Sur la même période au Brésil, les ventes ont augmenté de 80%. A Europa, a União Europeia, é o bloco de países mais restritivo em relação aos agrotóxicos. L'Union européenne est l'ensemble de pays qui ont le plus de restrictions par rapport à l'usage d'agrotoxiques. A União Europeia já baniu 269 agrotóxicos. L'Union européenne a déjà banni 279 agrotoxiques. Mas ela tem uma prática que a gente chama de double standard, Mais elle a une pratique qu'on appelle de double standard, porque ela vende substâncias que ela não autoriza no próprio território. car elle vend à l'export des substances qu'elle n'autorise pas sur son sol. Então, a gente tem a França, a Bélgica e a Alemanha como os maiores exportadores de agrotóxicos na União Europeia. Et donc la Belgique, la France et l'Allemagne apparaissent comme les plus grands exportateurs d'agrotoxiques à l'international. E a França foi o primeiro país da União Europeia a decidir parar de exportar substâncias proibidas aqui no território francês. Et la France a été le premier pays de l'Union européenne à décider de cesser d'exporter des substances qui étaient interdites ici. Contudo, o jornal Le Monde, a partir de um relatório de uma ONG chamada Public Eye, demonstra que essas exportações continuam acontecendo. Pourtant, le journal Le Monde a mis en lumière, sur la base d'un travail d'une ONG, Public EI, que ces exportations continuent malgré tout. Aqui são os principais destinos das exportações de agrotóxicos proibidos aqui na União Europeia, exportados pela França. Et vous voyez ici les destinations principales des produits, des agrotoxiques exportés par la France en 2023. E o Brasil, como vocês podem ver, ocupa o primeiro lugar. Et donc le Brésil est le premier destinataire de ces flux. E aqui também um mapa que mostra os países que mais importam essas substâncias chamadas neonicotinoides. Et là, vous voyez une carte qui représente les pays qui importent le plus de néonicotinoïdes en particulier. Que são substâncias que causam a morte dos polinizadores. Qui sont des substances qui causent la mort des pollinisateurs. Por isso que elas são proibidas na União Europeia. Et c'est pourquoi elles sont interdites dans l'Union européenne. Então, dos principais efeitos que a gente tem quando os polinizadores morrem é a diminuição da biodiversidade. Et donc, un des effets que l'on a lorsque ces pollinisateurs meurent, c'est la perte de biodiversité. Bem, onde vão esses agrotóxicos no Brasil? Donc, où sont destinés ces agrotoxiques au Brésil, Que é o maior consumidor mundial de agrotóxicos. qui est le plus grand consommateur mondial d'agrotoxiques. Mais da metade desse volume vai apenas para a soja. Plus de la moitié de ce volume est consacré à la culture du soja. Apenas 5 cultivos que são soja, milho, algodão, pasto e cana respondem por 90% do consumo de agrotóxicos no Brasil. Il y a juste 5 cultures principales qui sont responsables de près de 90% des ventes de pesticides, le soja, maïs, coton, le pâturage et le sucre de canne, ou la canne à sucre. Aqui, para que vocês tenham uma ideia, a superfície cultivada com soja nos países do Mercosul, Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina, corresponde à área inteira da França. Là, vous voyez que la surface cultivée pour le soja dans les pays du Mercosur, donc Argentine, Uruguay, Paraguay, Brésil, équivaut à la superficie totale de la France. Mais de 90% dessa soja é soja transgênica. Plus de 90% de ce soja cultivé est transgénique. Então, vocês podem imaginar o impacto ambiental e a saúde humana de uma área equivalente ao território da França transformada num campo de soja transgênico. Donc vous pouvez imaginer l'impact sanitaire et environnemental d'une surface équivalente à celle de la France, cultivée en soja OGM.
Quando a gente olha os 10 agrotóxicos mais vendidos no Brasil, Si on regarde les 10 agrotoxiques et les 10 substances actives les plus utilisées au Brésil, a gente vê que 5 delas são proibidas na União Europeia. on voit que 5 d'entre elles sont interdites dans l'Union européenne. Eu vou dar apenas um exemplo para vocês dos efeitos dessa substância aqui que se chama atrazina. Je vais juste vous donner des exemples des effets d'une de ces substances qui est l'atrazine, Proibida há 21 anos na União Europeia. qui est interdite depuis 21 ans dans l'Union européenne. Bom, esses são os efeitos da atrazina na saúde humana. Là, vous voyez les effets sur la santé humaine. Se você quiser ler. Cancer de l'estomac, lymphome, John Hodgkin. merci. Cancer de la prostate, cancer de la thyroïde, cancer des ovaires, maladie de Parkinson, asthme, respiration bruyante, infertilité, mauvaise qualité du sperme, malformation congénitale ou tératogénèse, lésion des cellules du foie. Bem, esses são os efeitos na saúde humana. Além disso, a atrazina é considerada um castrador químico. Ça, c'est les effets sur la santé humaine. Mais au-delà, l'atrazine est considérée comme un castrateur chimique. Eu vou explicar e daí você vai. Para os animais, para os anfíbios, o que acontece é que os sapos machos expostos a essas substâncias se transformam em fêmea. Les amphibiens mâles qui sont exposés à cette substance se transforment en femelles. Bem, o uso dessa substância na Amazônia brasileira aumentou 575% nos últimos 10 anos. L'utilisation de l'atrazine en Amazonie a augmenté de 90%, a été multiplié par 500, a augmenté de 500% au cours des 10 anos. 10 dernières années. Merci. Oui. Então, imaginem vocês que a maior reserva de água doce do planeta está na Amazônia. Imaginem o que significa essa intoxicação química da Amazônia. Étant donné qu'une des plus grandes réserves d'eau au monde se situe en Amazonie, imaginez l'effet environnemental de cette consommation de substances chimiques. Bem, o que tem acontecido no Brasil é uma exposição muito grande da população brasileira a essas substâncias. Et donc, ce qui se produit au Brésil, c'est une exposition très importante de la population à ces substances. Mais de 56 mil pessoas se intoxicaram com agrotóxicos no Brasil nos últimos anos. Plus de 56 000 personnes ont été intoxiquées aux agrotoxiques au cours des dernières années. Mas o Ministério da Saúde brasileiro calcula que para cada caso de pessoa intoxicada que chegou ao conhecimento do Ministério, 50 outros casos não chegaram ao conhecimento do Ministério. Mais le ministère de la Santé estime que pour chaque cas connu d'intoxication, il y a 50 autres cas non connus d'intoxication. Então é possível que nós tenhamos tido nesse período 2 milhões de pessoas intoxicadas. Donc il est possible que sur cette période, il y ait eu 2 millions de personnes intoxiquées en réalité. Inclusive bebês. Y compris des bébés. Aqui a gente tem um mapa de bebês de 0 a 12 meses intoxicados com agrotóxicos. Là, on a une carte des bébés de 0 à 12 mois qui ont été intoxiqués par des agrotoxiques. Mais de 500 bebês intoxicados. Plus de 500. O que pode significar cerca de 25 mil bebês intoxicados nesse período. Ce qui signifie en tout plus de 25 000 bébés intoxiqués sur cette période, 2010-2019. Então, eu diria que há um ataque ao direito da criança, ao direito mais básico que é o direito à vida. Et donc je dirais que c'est une attaque directe au droit de l'enfant, une attaque directe au droit à la vie. E mesmo antes delas nascerem, aqui é um mapa, a gente tem um mapa sobre mulheres grávidas intoxicadas por agrotóxicos. Et donc ça concerne aussi les femmes. Là, on a une carte qui représente les femmes enceintes intoxiquées. Então, uma grande parte desses agrotóxicos que são proibidos aqui na União Europeia, eles são disruptores endócrinos, eles provocam alterações hormonais. Et donc une grande partie de ces substances qui sont interdites ici dans l'Union européenne sont des perturbateurs endocriniens qui génèrent des perturbations hormonales. O que pode significar
que significa problema muito grave no desenvolvimento das crianças. Ce qui implique des problèmes très très graves dans le développement des enfants. E a etnia proporcionalmente mais atingida são os povos indígenas. Et les ethnies les plus atteintes proportionnellement sont les peuples autochtones du Brésil. Além dessa grande assimetria entre o tipo de agrotóxico utilizado, permitido na União Europeia e permitido no que eu chamaria dos países do Sul, En plus de cette grande asymétrie entre les substances autorisées dans les pays de l'Union européenne et les pays du Sud, a gente também tem uma assimetria quando a gente olha o limite de resíduo de agrotóxicos autorizados na União Europeia e nos países do Sul. il y a aussi une grosse asymétrie au niveau des limites, des seuils de résidus d'agrotoxiques autorisés en Union européenne et dans les pays du Sud. Aqui, por exemplo, a gente tem uma substância que se chama clorotalonil, que é fungicida. Ici, on a l'exemple d'un fongicide qui s'appelle le chlorothalonil. E que provoca alteração endócrina e também baixa qualidade do sêmen. Qui est un fongicide qui produit des modifications, des perturbations hormonales et une baisse du sperme, de la qualité du sperme. Bem, o nível de resíduo dessa substância na Argentina é 20 vezes maior do que na União Europeia, no Brasil 50 vezes maior e no Paraguai e no Uruguai 100 vezes maior do que o permitido aqui na União Europeia. Et donc les seuils de résidus autorisés en Argentine, au Brésil, au Paraguay ou dans l'Uruguay sont à chaque fois 100, 50, 20 fois supérieurs à ceux autorisés dans l'Union européenne. Bem, como esses, há muitos exemplos como esse. Il y a beaucoup d'exemples de ce type. E aqui, para mim, é dos exemplos mais chocantes, que é o caso do glifosato. Et pour moi, ici, c'est un des exemples les plus choquants, qui est celui du glyphosate, Que foi considerado pela Organização Mundial da Saúde em 2015 como potencialmente cancerígeno para os seres humanos. qui a été considéré par l'OMS en 2015 comme potentiellement cancérigène pour les êtres humains. E o Brasil autoriza resíduo do glifosato, dessa substância, na água potável, 5.000 vezes maior do que o resíduo autorizado na União Europeia. Et le Brésil autorise des résidus de ce pesticide dans l'eau potable 5000 fois plus importants que ceux qui sont autorisés dans l'Union européenne. Bem, para completar esse quadro que me ajuda a explicar por que eu uso essa expressão colonialismo químico. Pour compléter ce cadre qui me permet de justifier l'emploi du terme colonialisme chimique, eu mostro aqui para vocês algumas imagens de agrotóxicos sendo utilizados como armas químicas em conflitos fundiários no Brasil. je vous montre ici quelques images qui montrent à quel point les agrotoxiques sont utilisés comme des armes de guerre ou dans des conflits fonciers au Brésil. Os grandes proprietários rurais que produzem, por exemplo, soja, eles têm usado essas substâncias pulverizadas sobre as terras indígenas como uma forma de expulsar os indígenas ou os camponeses de suas áreas. Les grands propriétaires terriens qui font de la monoculture de soja, par exemple ici, utilisent l'épandage aérien de pesticides comme une manière d'expulser les communautés paysannes ou autochtones qui vivent sur ces terres. Aqui outro caso que chegou, que foi à justiça, caso que esse crime chegou à última instância da justiça brasileira e o fazendeiro foi obrigado a indenizar os indígenas. Là, on a une image qui fait partie du dossier d'un procès qui est allé au plus haut niveau judiciaire au Brésil et procès qui a obligé le propriétaire terrien à indemniser les victimes de ces épandages aériens illégaux. E vocês podem ver que o avião está pulverizando agrotóxicos sobre as casas dos indígenas. Et vous pouvez voir que l'avion est en train de faire de l'épandage d'agrotoxiques sur les habitations même des peuples autochtones. Bem, e aqui finalmente uma foto que mostra com bastante concretude essa enorme contradição. Et là, vous avez une image qui montre de façon très concrète
cette énorme contradiction. A gente tem uma criança que foi uma das crianças atingidas pela pulverização da fotografia anterior. Là, on a une enfant qui fait partie des enfants qui ont été atteintes par la pulvérisation de l'image précédente. O nome, ironicamente, o nome da substância utilizada, o nome comercial é nativo. De manière ironique, le nom commercial donné à ce fongicide est le terme natif. A empresa que fabrica é a Bayer, que é alemã, que imagino que vocês conheçam. Qui est fabriqué par l'entreprise allemande Bayer, que j'imagine que vous connaissez. E as substâncias que fazem parte desse produto são substâncias proibidas na União Europeia. Et les substances actives qui composent ce produit, nativo, sont interdites dans l'Union européenne. Bem, então agora para concluir eu vou explicar o porquê do colonialismo químico. Donc maintenant, pour clore mon intervention, je vais vous expliquer pourquoi j'utilise cette expression de colonialisme chimique. Eu vou fazer Se a gente pensar no colonialismo histórico, no colonialismo clássico, Si on pense au colonialisme historique, colonialisme classique, a gente viveu um período em que, por exemplo, em meados do século XIX, a Europa, naquele momento, algumas companhias europeias comercializavam pessoas escravizadas. on a vécu une époque, par exemple au milieu du 19e siècle, où des compagnies européennes commercialisaient des êtres humains dans le cadre de l'esclavage. No entanto, para justamente ir trabalhar nas monoculturas das Américas. Justement pour les emmener de force travailler dans les monocultures qui se développaient dans les Amériques. No entanto, em meados do século XIX, vocês já estavam discutindo relações de trabalho, condições do trabalhador. Et pourtant, ici en Europe, vous discutiez déjà au mi-temps du 19e siècle de droits des travailleurs, de régulation du travail, Das condições de trabalho. des conditions de travail. Então, a escravização de seres humanos era algo impensado no próprio território europeu. Et donc l'esclavage, l'esclavisation des personnes était un impensé sur le territoire européen. Contudo, a Europa lucrava com essa comercialização. Et malgré cela, l'Europe tirait un immense profit financier de ce système esclavagiste. Há cálculos que mostram que a comercialização dos escravos era mais lucrativa do que a agricultura em si. Il y a des calculs qui tendent à démontrer que la mise en servitude des êtres humains était plus profitable que les rendements agricoles et les produits agricoles générés. Então, e agora eu vou voltar para o nosso momento. Donc maintenant, je vais revenir à l'époque actuelle et à mon propos. Eu participei de 3 ou, se não me engano, 4 debates em que havia um representante da Comissão Europeia para poder discutir o fato, esse double standard. J'ai participé à 3-4 événements où j'ai débattu avec des représentants de la Commission européenne sur cette histoire du double standard. E o público, e uma deputada francesa que faleceu recentemente, Michelle Rivasi, perguntava para esse representante da Comissão Europeia por que a Europa continua a vender substâncias que são proibidas aqui. Et une députée européenne française qui est récemment décédée, Michelle Rivasi, demandait à ce représentant de la Commission européenne pourquoi l'Union européenne continue d'exporter des substances qui sont interdites ici. E a resposta, nesse caso e em outros debates que eu participei, era do representante da Comissão Europeia: não, mas a Europa não vende o que os países não querem comprar. A gente respeita a soberania dos países. Et donc la réponse dans ce cas précis, mais dans les autres débats dans lesquels je suis intervenu également, c'était de dire non, mais l'Europe ne vend pas des choses que les pays qui les achètent ne désirent pas. L'Europe respecte la souveraineté de ses États puisqu'elle leur vend des produits que eux veulent acheter. Isso. Então, a gente está num mundo em que a Europa controla 1/3 das vendas mundiais de agrotóxicos.
Et donc nous vivons dans un monde où l'Europe contrôle un tiers des agrotoxiques qui sont vendus à l'échelle internationale. E que vende esses produtos para países como o Brasil, por exemplo, Et qui vend ces produits à des pays comme le Brésil par exemple, em parceria com os grandes proprietários rurais desses países. en partenariat avec les grands propriétaires terriens de ces pays. Então, obviamente que o colonialismo só existe com essa colonialidade. Et donc évidemment, ce colonialisme n'existe qu'avec cette colonialité interne. Quer dizer, essa enorme força da oligarquia rural presente até hoje nos países da América Latina. Donc cette énorme force de l'oligarchie rurale qui reste extrêmement présente dans les pays d'Amérique du Sud. Então, essas empresas, elas fazem lobby nos países do Sul, obviamente. Et donc ces entreprises déploient énormément de plaidoyer et de lobby dans les pays du Sud, évidemment, Para fragilizar as legislações nesses países. pour fragiliser les législations de ces pays. E, contudo, o que a gente vê também é, ironicamente, acontecer isso que a gente chama de círculo de envenenamento. Et malgré tout, ce que l'on constate, c'est que, ironiquement, se produit ce qu'on appelle le cercle de l'empoisonnement. Porque essas substâncias proibidas na União Europeia, elas acabam voltando por meio dos produtos produtos alimentícios que a União Europeia importa desses países. Parce que ces produits agrotoxiques qui sont interdits en Union européenne finissent par revenir sur le marché européen dans les denrées agricoles que l'Union européenne importe. Então, eu diria que esse colonialismo químico seria a face, digamos, mais perversa de uma estrutura colonial que ainda persiste nas relações internacionais. Et donc je dirais que ce colonialisme chimique, c'est la facette la plus perverse d'une structure coloniale qui persiste à l'échelle internationale dans les échanges entre pays. Ok. Merci beaucoup pour votre attention.